Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir pour moi de venir vous donner cette conférence devant une salle aussi comble. Donc je viens aujourd'hui vous présenter la conscience dans le coma et les différents états de conscience altérés. Donc dans un premier temps, on va essayer de définir la conscience. Pendant longtemps, la question de qu'est-ce que la conscience était purement philosophique. La science ne s'en occupait pas parce qu'elle n'arrivait pas à expliquer comment les pensées, la conscience, toutes ces choses immatérielles pouvaient être créées par de la matière, par le cerveau. Le cerveau est constitué de milliards de neurones, ces cellules grises, et de milliers de milliards de connexions entre ces neurones. On dit que le cerveau de l'homme est la chose la plus complexe qui existe. Certaines personnes disent qu'il existe une exception et que c'est le cerveau de la femme, mais je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Bon, trêve de plaisanterie, nous allons quand même essayer de définir la conscience. Donc, on peut définir la conscience comme étant composée de deux entités. D'une part, on a l'éveil. C'est simplement le fait d'avoir les yeux ouverts, le fait d'être éveillé. Et d'autre part, on a le contenu de la conscience. Donc, pour être conscient, il faut être conscient de quelque chose, de vous-même, de ce qui se passe autour. Il faut avoir un contenu de conscience. Alors ici, j'espère que vous êtes tous les deux tous au maximum de ces deux composantes, que vous êtes pleinement éveillés et pleinement conscients de ce que je vous raconte. Par contre, dans quelques heures, vous serez probablement dans un sommeil profond et là, les deux composantes seront assez basses. Donc, du sommeil profond jusqu'à la conscience telle que vous l'expérimentez maintenant, on observe différents stades de conscience et d'éveil. Alors, les deux sont corrélés. Donc, ça veut dire que si un augmente, l'autre augmente aussi. En revanche, dans les années 1950, la médecine a évolué et est apparue une machine qui s'appelle le respirateur artificiel. Et cette machine, avec les progrès de la médecine, a permis de maintenir en vie des personnes qui n'auraient pas pu survivre à de graves lésions cérébrales. Et là, on a observé une nouvelle catégorie de patients qui étaient dans le coma. Donc ces patients que l'on arrivait à garder en vie grâce aux machines, ils étaient impossibles à éveiller. Peu importe les stimuli que vous leur donniez, ils n'ouvraient jamais les yeux. De plus, ils ne montraient aucun signe de conscience d'eux-mêmes ou de l'environnement. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes en anesthésie générale. Donc normalement, vous ne vous éveillez pas et vous ne vous rendez absolument pas compte de ce qui se passe autour de vous ou dans votre ventre si on est en train de vous opérer. Donc jusqu'ici, la corrélation est parfaite. À chaque fois qu'une composante augmente, l'autre augmente aussi. Mais dans la vie, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Et il y a un type de sommeil que l'on appelle le sommeil paradoxal. C'est le moment où vous rêvez, où en fait, vous n'êtes pas éveillé puisque vos yeux sont fermés, et pourtant, vous avez un contenu de conscience. Vous avez des rêves que vous êtes capable après de rapporter. Donc ça, c'est une première dissociation entre ces deux composantes. Une autre dissociation que l'on peut observer, c'est la dissociation inverse. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais qui ne démontre aucun signe de conscience de lui-même ou de son environnement. Ces patients, nous les appelions avant en état végétatif. Seulement, c'est un petit peu négatif comme terme, et du coup, on préfère depuis 2010 utiliser le terme syndrome d'éveil non répondant. Ce terme est beaucoup plus descriptif puisqu'il s'agit d'un patient qui est éveillé, mais qui ne répond pas, qui ne réagit pas aux stimuli de son environnement. Par contre, il est possible que certains patients montrent des petits signes de conscience, mais soient incapables de communiquer vraiment avec vous. Ces patients sont en état de conscience minimale. Alors, il y a quelques années, on a un peu scindé cet état de conscience minimale, avec d'un côté les patients en état de conscience minimale plus, et d'un autre côté les patients en état de conscience minimale moins. Les patients en état de conscience minimale plus sont capables de répondre à la commande. Ça veut dire que si vous leur demandez de serrer la main ou de tirer la langue, ils vont être capables de le faire. En revanche, un patient en état de conscience minimale moins va montrer des signes de conscience de plus bas niveau, des mouvements qui ne sont pas réflexes, mais qui ne sont pas une réponse à la commande. Par exemple, ils vont vous suivre des yeux lorsque vous vous promenez dans la chambre, ou ils vont essayer d'arracher leur perfusion. Donc des petits signes de conscience, mais qui ne sont pas une réponse à la commande. Alors après un coma, il est également possible que les patients se retrouvent dans un état
qu'on appelle le Locked-in syndrome. C'est une affection plutôt rare, mais ces patients, bien ils donnent l'impression de ne pas savoir serrer la main, par exemple, sont totalement conscients. Leur problème est purement moteur. Ils ont une lésion spécifique au niveau du tronc cérébral qui fait qu'ils sont parfaitement conscients, comme vous et moi, mais ils sont entièrement paralysés. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas serrer la main, ils ne peuvent pas tirer la langue. Dans la forme typique du Locked-in syndrome, ils vont être capables de cligner des yeux et de faire des mouvements verticaux des yeux. Donc regardez en haut et regardez en bas. C'est plutôt limité. Il y a quand même eu quelques livres et quelques films sur cette affection dont vous avez certainement entendu parler. Le plus connu est Le Scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bauby. Donc, cette personne souffrait vraiment du Locked-in syndrome et a dicté tout son livre lettre par lettre. Donc, à l'aide d'un code de communication, en clignant des yeux et en faisant des mouvements verticaux avec les yeux, il a dicté à son aide-soignante tout son livre. Donc maintenant que nous avons un petit peu défini la conscience, on va un peu chercher où elle se trouve. La première idée des scientifiques, c'était que la conscience se trouvait dans le cerveau. Et le cerveau, c'est un organe très gourmand. Il consomme énormément de sucre. Donc pour voir quelles étaient les parties du cerveau qui consommaient, qui permettaient la conscience, on a donné à des personnes en bonne santé, qu'on appelle des sujets contrôle, un sucre radioactif. Donc c'est un sucre qui est utilisé par le cerveau comme si c'était du sucre normal, sauf qu'il est radioactif. Et donc après, on peut regarder dans une machine pour voir quelles sont les parties du cerveau qui ont utilisé ou non du sucre. Chez les sujets contrôle, les personnes comme vous et moi, on observe un métabolisme, donc une utilisation de ce sucre, dans tout le cortex cérébral. Donc vous pouvez voir ici sur l'image, le rouge, le vert, le jaune, ce sont des zones qui utilisent du sucre. Ensuite, on a regardé des patients en état de mort cérébrale. La mort cérébrale, c'est vraiment la cessation totale de toute activité du cerveau. Le cerveau est réellement mort. Et là, on n'observe vraiment aucune consommation de glucose, aucune consommation de sucre dans le cerveau de ces patients. Alors le mauve que vous voyez autour, ce n'est pas l'âme du patient ou son aura, c'est tout simplement la peau qui utilise encore un peu de sucre. Donc ces patients sont maintenus en vie par des machines, ils respirent grâce à des machines et donc la peau continue à utiliser un petit peu de sucre. Ensuite, on a regardé des personnes qui étaient profondément endormies. Et là, on a vu que la consommation de glucose était fortement diminuée. Donc le cerveau des personnes profondément endormies ne consomme plus beaucoup de sucre. En revanche, s'ils sont en train de rêver, donc s'ils ont les yeux fermés mais qu'il y a un contenu de conscience, on voit une activité métabolique dans le cerveau. Donc le cerveau utilise du sucre. Si vous êtes en anesthésie générale, là aussi, pas de contenu de conscience, donc le métabolisme est très très bas. Mais dès que vous récupérez un métabolisme normal comme avant l'anesthésie. Alors on a voulu aussi regarder l'autre catégorie l'autre dissociation entre la conscience et l'éveil, à savoir les patients en syndrome d'éveil non répondant. Donc ces patients sont éveillés, ils ont les yeux ouverts, mais ne montrent aucun signe de conscience. Et bien là, même s'ils ont les yeux ouverts, on observe qu'il n'y a plus de métabolisme dans le cerveau. En tout cas, il est fortement diminué. Il n'y a plus une consommation équivalente aux personnes qui sont conscientes. Jusqu'ici, tout s'explique. On est conscient, tout le cerveau s'allume. On n'est pas conscient, il y a beaucoup moins de zones qui fonctionnent. L'ennui, c'est qu'un de ces patients a récupéré la conscience. Là, on lui a fait repasser l'examen et on voit que la différence n'est pas énorme. Donc il y a une petite augmentation du métabolisme, mais il n'est pas du tout revenu au niveau antérieur. Et pourtant, il est conscient. Donc les scientifiques se sont dit, ça vient certainement de certaines aires spécifiques. Et effectivement, c'est ce que les études ont montré. Donc il y a certaines zones qui permettent de supporter la conscience. Ce sont les zones que vous voyez ici en rouge, qui sont latérales, donc ça veut dire qu'elles se trouvent sur le côté de votre cerveau, et qui sont médiales, donc ça veut dire qu'elles se trouvent là où vos deux hémisphères se rapprochent. Donc votre cerveau est constitué de deux hémisphères, et la zone ici est appelée la zone médiale, et certaines zones
là, permettent de supporter la conscience. Le précuneus est une zone très importante dans la conscience. Ici, vous pouvez voir que chez les sujets contrôle, on observe un gros métabolisme. Donc, ça veut dire que le précuneus consomme beaucoup de sucre. Chez les Lockton syndrome, on observe également une consommation de glucose qui est tout à fait comparable, parce que ces patients n'ont aucun problème de conscience. Ils sont paralysés. C'est un problème moteur. Chez les patients en syndrome d'éveil non répondant, qu'à l'époque on appelait toujours état végétatif, on n'observe aucun métabolisme au niveau du précuneus. Et chez les patients en état de conscience minimale, donc je vous disais qu'ils montrent des petits signes, qui vont vous suivre des yeux, peut-être répondre à la commande, alors là on voit une petite activité. Ce qui est très important pour la conscience, c'est que ces zones communiquent entre elles, qu'elles soient connectées, mais surtout, aussi, qu'elles soient en connexion avec le thalamus. Le thalamus, c'est une structure centrale qui se trouve vraiment au centre de notre cerveau et qui est très importante, entre autres, pour la conscience. Alors tantôt, je vous parlais un petit peu des deux composantes de la conscience, le contenu et l'éveil. Maintenant, je vais vous proposer de scinder le contenu. On a deux types de conscience. On a la conscience interne et la conscience externe. La conscience externe, c'est la conscience de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement. C'est ce qui est apporté par vos sens, votre l'ouïe, la vue. La conscience interne, c'est plus la conscience de soi, votre petite voix intérieure, vraiment vos perceptions qui ne sont pas liées au monde extérieur. Alors, on dit que ces deux consciences sont anticorrélées. C'est un mot un peu barbare, simplement pour dire que plus une augmente, plus l'autre diminue, et vice-versa. On a déjà tous fait cette expérience. Lorsque on est totalement absorbé par ce qui se passe autour de nous, on ne pense plus du tout à ce à quoi on était en train de penser avant. Ou à l'inverse, si vous êtes totalement perdu dans vos pensées, vous n'entendez plus du tout ce qui se passe autour de vous. Et ces deux types de conscience, en fait, se reflètent dans le fonctionnement cérébral. Donc la conscience externe, la conscience de votre environnement, elle est supportée par les aires latérales qui se trouvent sur le côté de votre cerveau, alors que la conscience interne, elle, va être supportée par les zones ici plus au centre. Et on observe aussi au niveau du fonctionnement cérébral qu'il y a une anticorrélation. Donc plus vous êtes attiré par plus vous êtes concentré sur ce qui se passe autour de vous, plus le réseau externe va être activé et moins le réseau interne sera activé. Donc l'anticorrélation se reflète au niveau des réseaux de la conscience. Alors maintenant, on va un petit peu lâcher la conscience et parler un peu des critères diagnostiques. Donc on va reprendre depuis le début. Lorsqu'un patient a un accident, alors par accident, je n'entends pas spécialement un accident traumatique, ça peut aussi être un arrêt cardiaque, une hémorragie, une rupture d'anévrisme. Il se passe quelque chose et il a de graves lésions cérébrales. Grâce au progrès de la médecine, il ne décède pas, on arrive à le maintenir en vie et il se retrouve dans l'état de coma. Donc cet état dure de 2 à 4 semaines, pas plus, ou en tout cas c'est très rare. Donc quand vous entendez que quelqu'un est resté 17 ans dans le coma, ce n'est pas vrai. Il n'était pas dans le coma à proprement parler, il était probablement en état de conscience altéré. Donc cet état de coma, c'est vraiment aucun éveil et aucun contenu de conscience. Mais après ces 2 à 4 semaines, que se passe-t-il? Le meilleur scénario, c'est qu'il récupère. Donc il ouvre les yeux, tout va bien, il a peut-être besoin d'un peu de rééducation, mais il récupère pleinement la conscience. Le pire des scénarios, c'est qu'il évolue vers la mort cérébrale. Donc le cerveau est complètement mort, il n'y a plus aucune activité au niveau du cerveau. Dans de rares cas, comme je vous le disais, il peut évoluer vers un Lockton syndrome. Donc ce sont ces patients entièrement conscients mais paralysés. Il est très important de les détecter très tôt aux soins intensifs pour pouvoir communiquer avec eux, mettre en place un code de communication pour pouvoir leur demander s'ils sont bien installés, s'ils ont mal. Heureusement, avec l'avancée des technologies, ces patients peuvent aussi profiter par exemple, d'ordinateurs qu'ils savent contrôler simplement avec les mouvements de leurs yeux. Donc il y a des technologies de plus en plus qui sont adaptées pour ces patients. S'ils récupèrent un
tout petit peu de mobilité au niveau d'un doigt, il peut essayer de diriger une chaise roulante, par exemple. Donc, avec les nouvelles technologies, on essaye vraiment au maximum de leur permettre de communiquer et d'avoir de plus en plus d'autonomie. Le dernier cas de figure, c'est qu'après ces 2 à 4 semaines de coma, le patient ouvre les yeux, mais ne montre toujours aucun signe de conscience. Donc, c'est le syndrome d'éveil non répondant. Ça peut durer, mais à partir de quand est-ce qu'on dit que c'est permanent? À partir de quand est-ce qu'on considère qu'il n'évoluera plus? Eh bien, ça dépend de l'étiologie, donc ça dépend de la cause de l'accident. Si c'est traumatique, s'il a eu par exemple un accident de voiture ou si c'est une chute, on laisse 1 an avant de dire qu'il n'y aura plus d'évolution. En revanche, si c'est non traumatique, comme une hémorragie ou une anoxie, alors là, on ne laisse que 3 mois avant de dire qu'il n'y a possiblement plus d'évolution. Mais le patient peut également continuer à récupérer et montrer des petits signes de conscience dont je vous parlais tout à l'heure. Suivre des yeux, serrer la main, et là, il sera en état de conscience minimale. S'il continue encore à évoluer, qu'il est capable après de communiquer avec vous, il a récupéré la conscience. Mais s'il n'évolue pas, s'il n'est pas capable de communiquer avec vous, il reste dans cet état de conscience minimale. Et à ce niveau-là, nous n'avons aucun critère de permanence. Donc ce sont des patients qui peuvent encore évoluer, même des années après l'accident. Alors bien sûr, les évolutions ne sont pas énormes, ce sont parfois de petites évolutions, mais ils sont encore capables de montrer un petit signe de conscience en plus. Donc comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'états suite au coma, et il est très important de donner le bon diagnostic, de savoir où caser le patient. Alors, une étude de Caroline Schnackers en 2009 a montré que les équipes médicales n'étaient pas très au fait des diagnostics des patients en état de conscience altérée, puisqu'ils ont demandé à 103, ils ont évalué 103 patients. 45 étaient diagnostiqués comme en syndrome d'éveil non répondant par l'équipe médicale, donc médecins et infirmières étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de signe de conscience. Et puis après, elle les a évalués, elles, avec une échelle standardisée qui s'appelle la Coma Recovery Scale Revised, la CRSR. C'est une échelle qui a vraiment été prévue pour évaluer les patients en état de conscience altéré, pour pouvoir donner un diagnostic de coma, de syndrome d'éveil non répondant, d'état de conscience minimale. Et là, il y en avait 18 en fait qui étaient en état de conscience minimale, qui montraient des signes de conscience. Donc ça veut dire que dans 41% des cas, l'équipe médicale se trompait parce qu'elle n'utilisait pas le bon outil pour diagnostiquer ces patients. Alors voici l'outil en question, donc la CRSR. Elle va évaluer différentes fonctions chez le patient. On va évaluer la fonction auditive, on va voir si quand on lui demande quelque chose, si on lui donne un ordre simple, il est capable de le réaliser, comme serrer la main. On va évaluer aussi sa fonction visuelle. Est-ce qu'il suit des yeux? Est-ce qu'il reconnaît les objets? Est-ce qu'il a une réaction aux stimuli visuels? On va également évaluer la fonction motrice. Est-ce qu'il peut utiliser des objets? Est-ce qu'il essaye parfois d'attraper ses draps, d'arracher sa perfusion? Est-ce qu'il localise quand on lui fait mal quelque part? On va également évaluer la fonction oromotrice pour voir s'il verbalise, s'il dit des mots qu'on peut comprendre, ou si ce sont simplement des vocalisations, ou s'il ne vocalise pas du tout. On va également voir s'il est capable de communiquer, et si oui, est-ce que c'est fonctionnel? Donc vous allez poser des questions dont vous connaissez les réponses. Est-ce qu'il vous donne la bonne réponse? Et enfin, on va évaluer l'éveil. Donc, est-ce qu'il est possible de lui faire ouvrir les yeux ou pas? Un des items de cette échelle, c'est la poursuite visuelle. C'est un des premiers signes qui va réapparaître après le coma. Donc, c'est un des premiers signes de conscience qu'on va observer. Donc, il est très important de l'évaluer de la meilleure façon qui soit. Et une étude d'Audrey Van Oudenhuis en 2008 a montré qu'on observait beaucoup plus facilement une poursuite visuelle avec un miroir que si on le testait avec, par exemple, une balle ou si on regardait si le patient ne suivait des yeux dans la pièce. Donc le miroir était vraiment beaucoup plus efficace que la personne ou l'objet. Alors ils en ont conclu que c'était dû à l'aspect autoréférentiel, parce que c'est son propre visage. Et on sait que les stimuli autoréférentiels tels que le propre visage et le propre prénom
ont d'énormes capacités pour attirer l'attention. Vous avez certainement déjà tous fait cette expérience. Vous êtes à une soirée, vous êtes sur une table en train de discuter avec des gens, et soudainement, une table plus loin, quelqu'un prononce votre prénom. Et vous n'écoutiez absolument pas ce qu'il disait, mais votre attention est attirée. Donc vraiment, le propre visage et le propre prénom ont vraiment des capacités pour attirer l'attention. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'évaluation clinique, donc ce qu'on peut faire au chevet du patient, directement avec lui dans sa chambre. Mais la médecine a beaucoup évolué et donc maintenant on peut utiliser d'autres outils pour diagnostiquer le patient. On peut utiliser des outils de neuroimagerie, d'électrophysiologie pour aller chercher un petit peu plus loin s'il y a une conscience résiduelle. Parce que vous pouvez demander à un patient de vous serrer la main ou de tirer la langue. Peut-être qu'il vous comprend très bien, il a envie de le faire, mais peut-être qu'il n'a pas la capacité motrice de vous répondre. Donc on va utiliser d'autres outils pour aller investiguer une possible conscience résiduelle. La tâche la plus connue, c'est la tâche tennis. On a pris d'abord des sujets contrôle, on les a mis dans un IRM fonctionnel, donc qui regarde le fonctionnement cérébral, et on leur a demandé de s'imaginer jouer au tennis. Ensuite, donc, ils devaient vraiment s'imaginer courir d'un côté à l'autre du terrain, taper dans la balle, ça devait être physique. Tout ça en restant bien immobile dans l'IRM. Ensuite, on leur a demandé de s'imaginer se promener dans leur maison. Donc dans le hall d'entrée, monter les escaliers, regarder la décoration. Et on voit vraiment que lors de ces deux tâches différentes, on observe un fonctionnement cérébral qui est différent. Donc on arrivait à savoir ce à quoi ils étaient en train de penser. Ensuite, on a essayé avec des patients en état de conscience altérée. Et là, certains patients qui cliniquement ne montraient aucun signe de conscience, donc étaient en syndrome d'éveil non répondant, ils étaient capables de réaliser la tâche. Donc ces patients nous comprenaient très bien, ils n'avaient juste pas la possibilité de répondre. Et dans l'IRM, ils ont pu montrer qu'ils étaient capables de répondre à la commande. Mais on a même été plus loin, puisque avec un d'entre eux, on a pu communiquer. On lui a dit, si tu veux nous répondre oui, tu t'imagines jouer au tennis. Si tu veux répondre non, tu t'imagines te promener dans ta maison. Et on lui a posé des questions simples dont on connaissait la réponse. Et il nous répondait oui ou non en fonction de l'imagerie tennis ou de l'imagerie maison. Et sur 6 questions qu'on lui a posées, il y en avait 5 de correctes. Donc ce patient, si vous étiez avec lui dans sa chambre, vous ne voyez aucun signe de conscience. Et là, il vous répond correctement à 5 questions sur 6. L'ennui, c'est qu'après, il retourne dans sa chambre. Et vous ne pouvez plus communiquer avec lui. Vous ne pouvez pas lui demander s'il a mal, s'il est bien installé. Donc on a essayé un petit peu de développer d'autres techniques, un peu moins chères que l'IRM, plus faciles à transporter. Et une d'entre elles, c'est l'EEG. C'est l'électroencéphalogramme. Donc on prend des électrodes, on met sur votre cerveau et ça enregistre l'activité électrique de votre cerveau. Là, on a demandé à des sujets contrôle de s'imaginer bouger le pied, bouger la main, et on voit des activités électriques différentes. On a également essayé après chez des patients en état de conscience altéré, et sur 16 patients en syndrome d'éveil non répondant, donc qui ne montraient aucun signe de conscience, il y en a 3 qui ont pu réussir la tâche. Donc ça fait 19% de patients qui ont pu montrer qu'ils nous comprenaient. Chez les patients en état de conscience minimale, donc où on sait qu'il y a une conscience résiduelle, on n'observe que 30%. Donc ce n'est pas une tâche parfaite non plus, puisque tous les patients en état de conscience minimale ne sont pas détectés comme tels par cette tâche. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser la pupille. Parce que lorsque vous êtes stressé, votre pupille se dilate. Vous ne pouvez rien y faire, c'est une réaction de votre système autonome. Donc, on a demandé à des patients de résoudre des calculs. Donc ça, c'est quand même plutôt stressant parce que ce n'était pas 2 fois 4. Donc, ils devaient vraiment se stresser pour donner rapidement la réponse. Donc, on leur posait une question. On leur disait, si tu veux répondre non, tu résous le calcul. On laissait passer un peu de temps. Si tu veux répondre oui, tu résous le calcul. Et on peut voir ici que la patiente a très certainement voulu dire qu'elle s'appelait Clara, puisqu'on voit que lorsqu'on lui a proposé le oui,
la taille de la pupille a augmenté. Donc elle s'est stressée pour résoudre le calcul. Ça a été fait sur des patients en Locked-in syndrome, donc des patients qui sont conscients. Ça a été fait chez un patient en état de conscience minimale, mais on n'arrivait pas à lui poser les questions. Si on lui demandait de se stresser en essayant de résoudre le calcul, il le faisait, mais on ne pouvait pas lui dire « fais-le pour me dire oui » ou « fais-le pour me dire non ». Il est également possible que les patients comprennent qu'on veut qu'ils bougent la main, mais qu'ils n'aient pas la force motrice de le faire. Et donc, on peut utiliser l'électromyogramme. C'est l'EMG. Ce sont des électrodes qu'on va coller sur le muscle et qui va détecter une activité musculaire que vous ne pourriez pas voir à l'œil nu. Et ici, on voit que chez un patient, lorsqu'on lui dit des choses sans relation ou qu'on ne dit rien, on a une petite activité de base. Mais lorsqu'on lui demande de bouger la main, on voit vraiment l'activité qui augmente. Donc même si vous n'observez rien, en fait, le patient essaye vraiment de bouger la main. Mais toutes ces techniques, elles supposent que le patient nous comprend. Or, on sait que certains patients souffrent d'aphasie, donc ils ne comprennent pas le langage. Je vous parlais tout à l'heure des patients en état de conscience minimale plus et moins. Donc les patients en état de conscience minimale plus peuvent répondre à la commande. On est sûr qu'ils nous comprennent. Si on regarde le métabolisme cérébral de ces patients, donc leur consommation de sucre, par rapport aux patients qui ne répondent pas à la commande mais qui montrent d'autres petits signes de conscience, on observe que la différence, elle se trouve au niveau de l'hémisphère gauche. Donc ce qui prend en compte les réseaux du langage. Donc les patients en état de conscience minimale plus ont un métabolisme plus élevé au niveau du réseau du langage. Donc ils sont effectivement capables de comprendre le langage. Si on regarde le métabolisme des patients en syndrome d'éveil non répondant, donc l'hypométabolisme, c'est lorsqu'un cerveau ne consomme plus de glucose, ou moins en tout cas. Donc on voit ici en bleu les zones qui ne consomment plus de glucose comme elles l'auraient dû. Et on voit que les réseaux de la conscience interne et externe sont hypométaboliques chez les patients en syndrome d'éveil non répondant. Chez les patients en état de conscience minimale, c'est plus le réseau de la conscience interne qui est hypométabolique. Mais c'est une conscience très difficile à évaluer. Avoir la conscience de soi n'est pas quelque chose qu'on peut facilement évaluer d'un point de vue extérieur. Chez les patients qui ont émergé de l'état de conscience minimale, donc qui sont capables de communiquer, qui sont de nouveau conscients, on observe un hypométabolisme beaucoup plus réduit. Et enfin, chez les patients en Locked-in syndrome, donc la dernière ligne, vous n'observez aucun hypométabolisme au niveau cortical puisque ces patients n'ont aucun problème de conscience, c'est purement moteur. Donc c'est le cervelet qui va être hypométabolique. Le cervelet permet entre autres de coordonner les mouvements. On peut également utiliser l'IRM fonctionnel, donc qui permet de voir le fonctionnement cérébral, pour voir s'il y a une conscience résiduelle. Lorsque votre cerveau ne fait rien, n'est pas impliqué dans une tâche, il est en réseau du mode par défaut. C'est typiquement lorsque vous laissez vos pensées vagabonder. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui le font ce soir et que vous êtes tous bien attentifs. Donc, on observe chez les patients, chez les sujets contrôle, une grande connectivité dans ce réseau. Donc, ce réseau-là est très connecté. Il y a beaucoup d'échanges d'informations. Chez les patients en état de conscience minimale, la connectivité diminue. Elle diminue encore plus chez les patients en syndrome d'éveil non répondant ou qui sont dans le coma. Ce test-là ne demande absolument pas au patient de comprendre ce qu'on lui veut. On lui demande simplement d'être dans l'IRM et on enregistre ce qui se passe dans son cerveau. Donc là, il n'a ni besoin de réagir, ni besoin de comprendre ce qu'on lui demande. Une autre technique qu'on peut utiliser, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, la TMS. Dans ce protocole-là, on va utiliser de l'EEG, donc de l'électroencéphalogramme, FI, pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et on va envoyer un choc magnétique dans le cerveau. Alors ça ne fait pas mal, mais ça perturbe le cerveau. Et avec les électrodes, on va enregistrer comment le cerveau réagit à cette perturbation. Comme vous pouvez le voir à gauche, chez les patients en syndrome d'éveil non répondant, la réponse est très locale. Elle reste au niveau
de la stimulation. En plus, elle disparaît assez vite. Donc il y a une réponse et puis ça disparaît. Chez les patients en état de conscience minimale, c'est un peu plus étendu. La perturbation se répand un peu plus dans le cerveau et la réponse est un peu plus complexe, comme vous pouvez l'observer. Et enfin, chez les patients Hurlock-Tine syndrome, vous avez exactement la même chose que chez les sujets contrôle, puisque je vous le répète, ils sont parfaitement conscients. Alors, des auteurs se sont dit qu'on pourrait utiliser la réaction cérébrale suite à la TMS pour calculer un indice de la conscience. C'est le Perturbational Complexity Index, la PCI, qui permet de quantifier la conscience. Donc, on va envoyer le pulse magnétique sur le cerveau, on va enregistrer la réponse cérébrale, et comme je vous le disais, elle peut être soit localisée, soit étendue. Elle peut être simple ou complexe. Ici, on voit une réponse complexe et étendue. Ici, on voit une réponse localisée et ici, une réponse stéréotypée. Donc, tout le cerveau réagit, mais il réagit de la même façon. Et les auteurs se sont dit, si on essayait de comprimer cette réponse-là pour avoir un chiffre, un peu comme vous lorsque vous faites un zip sur votre ordinateur. Eh bien, plus la réponse est complexe, étendue, plus elle est difficile à synthétiser, plus le fichier sera gros en quelque sorte, et donc plus le chiffre sera élevé. En revanche, si elle est très stéréotypée ou très localisée, vous aurez un plus petit chiffre. Et c'est effectivement ce qu'on a observé. Chez les sujets contrôle, on observait une valeur assez haute. En revanche, ces mêmes sujets, s'ils sont endormis ou sous anesthésie, ont une réponse, un chiffre qui est beaucoup plus bas. Les patients en Hurlock-Tine syndrome, comme je vous le disais, ont un résultat équivalent au sujet contrôle. Les patients en syndrome d'éveil non répondant, donc qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes ou de l'environnement, ont un résultat équivalent aux sujets profondément endormis ou sous anesthésie. Enfin, les patients en état de conscience minimale, donc bien qu'ils ne soient pas capables de communiquer, il y a quand même une petite conscience résiduelle, il y a encore des petits signes de conscience, eh bien vous observez un chiffre qui est entre les deux distributions, mais qui n'arrive jamais aussi bas que celui des patients en syndrome d'éveil non répondant ou des sujets contrôle qui sont inconscients parce que dans le sommeil profond ou anesthésiés. Donc c'est une excellente technique pour voir s'il a une conscience résiduelle. Pour ça, à nouveau, le patient n'a pas besoin de comprendre ce que vous lui demandez, il n'a pas besoin de répondre lui-même. Donc, c'est vraiment très utile pour détecter une conscience résiduelle. Enfin, on peut également utiliser la structure du cerveau. Donc, le cerveau est constitué de plein de cellules grises et elles sont reliées entre elles par des faisceaux, ce qui fait un beau petit arbre que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est chez des personnes en pleine santé. Chez les patients en état de conscience minimale, on voit quand même une petite diminution. Mais elle est beaucoup plus forte chez les patients qui sont inconscients, qui sont en syndrome d'éveil non répondant. Là, je vous ai présenté quand même pas mal de techniques différentes pour évaluer le patient. Et il y a une étude de Johan Stender qui a comparé différentes techniques. Donc, il a pris 130 patients. Ils ont tous eu des évaluations à l'aide de l'échelle CRSR, qui est donc prévue pour donner un diagnostic. Il a également pris en compte le diagnostic donné par le médecin, qui ne l'a pas évalué avec l'échelle CRSR. On a pris le diagnostic également basé sur le PET scan, donc on regarde s'il y a encore une activité dans les réseaux de la conscience. Et on a également pris les résultats donnés par l'IRM, donc au niveau des tâches tennis et navigation, est-ce que le patient était capable de répondre. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on compare l'évaluation standardisée avec l'avis du médecin, bien dans 35% des cas, le médecin se trompe. Il dit qu'il n'y a pas de signe de conscience alors qu'il y en avait. Donc environ 1/3 des patients sont mal diagnostiqués. En revanche, dans 32% des cas, les patients étaient considérés en syndrome d'éveil non répondant par l'échelle comportementale, et pourtant il y avait une conscience résiduelle qu'on a pu détecter grâce au PET scan ou à l'IRM fonctionnel. J'aimerais parler un petit peu maintenant de la douleur et des émotions chez ces patients. Donc, au niveau de la douleur, on a testé la réaction
suite à une stimulation électrique. Donc on envoie un petit courant électrique et on regarde comment le cerveau réagit. Ici, vous pouvez voir chez des sujets sains, chez des sujets contrôle, que la réaction est plutôt étendue. Donc ça, c'est ce qu'on observe typiquement quand une personne est consciente et qu'on lui fait mal. Voici la réaction de son cerveau. On a pris des patients en état de mort cérébrale, donc qui n'ont plus aucune activité au niveau du cerveau. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucune réactivité du cerveau suite au stimulus électrique. Ensuite, on a regardé les patients en syndrome d'éveil non répondant, et là, on voit une petite activation. On voit une petite activation parce qu'il y a encore une petite activité cérébrale. Cependant, elle est déconnectée du réseau de la conscience. Donc, pour que vous soyez conscient de quelque chose, il faut que l'information arrive jusqu'à votre cerveau au niveau des aires primaires. Donc, ce sont les aires qui vont recevoir l'information auditive ou douloureuse, par exemple. Mais ensuite, elles doivent faire passer l'information aux aires associatives. Ce sont les aires qui vont permettre d'intégrer cette information, de la rendre consciente. Donc, chez ces patients en syndrome d'éveil non répondant, effectivement, la douleur arrive jusqu'au cerveau, mais elle n'est pas intégrée consciemment. Qu'en est-il des patients en état de conscience minimale? Eh bien, vous voyez ici une autre représentation de la réaction cérébrale de sujet contrôle, et ici, celle des patients en état de conscience minimale. Donc, on voit vraiment que la réaction du cerveau des patients en état de conscience minimale est similaire à celle des sujets contrôle. Donc, ces patients peuvent réellement ressentir la douleur. Mais la douleur, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer d'un point de vue extérieur. Là, je peux vous demander, vous, est-ce que vous souffrez? Vous me direz, oui, non, j'ai mal aux pieds, j'ai mal nulle part. Mais ces patients, puisqu'ils ne sont pas capables de communiquer, comment est-ce qu'on peut évaluer la douleur? Eh bien, on a mis au point une échelle, la Nociception Coma Scale Revised, la NCSR, qui va permettre d'évaluer la douleur chez ces patients en observant leur réponse. Donc la réponse motrice, on va voir s'il va localiser ou s'il va simplement retirer sa main. On va également voir la réponse verbale. Est-ce qu'il va dire qu'il a mal? Est-ce qu'il va grogner? On va également évaluer la réponse faciale. Donc est-ce qu'il va grimacer? Est-ce qu'il va pleurer? Ou est-ce qu'au contraire, il ne va pas réagir du tout? Ensuite, on va sommer ces trois sous-échelles. Donc c'est un score total de 9. Et on considère que si le score est supérieur à 3, le patient est potentiellement douloureux. Donc on va lui donner un traitement antidouleur. Cette échelle-là est très utile pour évaluer, d'une part, la douleur chez les patients, mais aussi pour adapter leur traitement. Donc on va pouvoir augmenter leur traitement ou le diminuer en fonction de leur réaction. Seulement, ce n'est qu'une échelle clinique dans un sens. Donc on a voulu regarder si elle correspondait à quelque chose au niveau cérébral. Et effectivement, on a vu que plus ce score était élevé, plus le score à cette échelle est élevé, plus on observe du métabolisme dans une zone qui fait partie du réseau de la douleur. Donc le réseau qui s'active lorsqu'on ressent de la douleur, eh bien cette zone, qui est le cortex cingulaire antérieur, va utiliser plus de sucre à la base si le score est plus élevé sur cette échelle. Une autre question qui arrive assez souvent, c'est est-ce que ces patients nous entendent? Donc ça, c'est quelque chose qui a par exemple inspiré Pedro Almodóvar pour son film Parle avec elle. Mais qu'en est-il au niveau de la science? Voici typiquement ce qu'on observe chez les sujets contrôle lorsqu'ils entendent quelque chose. On voit une certaine activité cérébrale. Chez les patients en syndrome d'éveil non répondant, on n'observe pas une telle activité cérébrale. Elle est beaucoup plus réduite, mais surtout, elle est déconnectée du réseau de la conscience. Donc c'est comme pour la douleur. L'information arrive jusqu'aux aires primaires, mais elle n'est pas traitée, elle n'est pas intégrée consciemment. En revanche, les patients en état de conscience minimale ont une activation semblable à celle de sujet contrôle, et surtout, c'est connecté avec les aires associatives. Donc ce qu'on dit va être interprété, il y aura un sens mis dessus, ça sera conscient. Au niveau des émotions,
on a fait écouter un bruit sans sens à des patients en état de conscience minimale. Et on voit une légère activation parce que oui, ils entendent quelque chose, mais ça n'a aucun sens. En revanche, si on leur fait écouter des pleurs, on observe une beaucoup plus grande réaction cérébrale. Et ce n'est pas dû aux propriétés acoustiques du son parce que c'était contrôlé pour que ça soit équivalent. Et finalement, si vous lui faites entendre son propre prénom, vous voyez également une forte activité, une forte réaction. Donc, les patients en état de conscience minimale nous entendent et ce qu'on dit a de l'importance. J'aimerais parler maintenant un petit peu du pronostic. Donc, je vous ai dit qu'un patient avait une lésion cérébrale, il se retrouvait dans le coma. Et là, on ne sait pas trop vers où on va aller. Alors, ce qu'on sait pour le moment, c'est que si un patient a eu un accident traumatique, donc une chute, un accident de voiture, et qu'après un mois après l'accident, il ne montre pas de signe de conscience, donc il est toujours en syndrome d'éveil non répondant, eh bien on peut dire qu'à 1 an, il a environ 20% de chances d'être toujours en syndrome d'éveil non répondant. Il a plus de 30% de chances d'être décédé en déant l'année. Environ 10% auront évolué vers un état de conscience minimale, donc des petits signes de conscience mais pas de communication possible. Et environ 20% auront évolué vers une émergence de l'état de conscience minimale, donc ils auront récupéré la conscience. En revanche, si l'accident n'était pas traumatique, si c'était un arrêt cardiaque ou une hémorragie par exemple, le pronostic est beaucoup plus sombre. Donc, environ 20% seront toujours en syndrome d'éveil non répondant à 1 an, mais 70% seront décédés. Donc, le pronostic est vraiment beaucoup plus sombre. Il y a une toute petite proportion, moins de 10%, qui va évoluer vers un état de conscience minimale et une très faible proportion de l'ordre peut-être de 2% qui va récupérer la conscience. Donc, si à 1 mois, vous ne montrez toujours pas de signe de conscience et que votre accident n'était pas traumatique, c'est vraiment de mauvais pronostics. En revanche, si 1 mois après l'accident, vous montrez déjà des signes de conscience, le pronostic est meilleur. Donc, dans le cas d'un accident traumatique, vous avez environ 50% de chances d'avoir récupéré la conscience à 1 an. Il y a environ 20% de patients qui seront décédés en déant l'année et 30% qui vont rester dans cet état de conscience minimale. À nouveau, si on regarde les patients qui ont eu un accident non traumatique, donc une anoxie, un arrêt cardiaque, une hémorragie, une rupture d'anévrisme, le pronostic est plus sombre. Donc il y aura une plus grande proportion qui va décéder, une plus grande proportion qui va rester en état de conscience minimale et moins de patients qui vont évoluer, qui vont récupérer la conscience. Donc si vous montrez des signes de conscience assez tôt et que votre accident était traumatique, c'est de meilleurs pronostics. On a également observé que l'IRM fonctionnel pouvait avoir une certaine valeur pronostique. Puisque chez des patients qui étaient cliniquement en syndrome d'éveil non répondant, on voyait une activité corticale qui était atypique. Donc normalement, on n'observe pas d'activité corticale et là, on voyait une certaine activité qui était un peu semblable à celle des patients en état de conscience minimale. Et bien plus tard, ces patients ont récupéré. Donc, ça avait une valeur pronostique. J'aimerais vous parler maintenant un petit peu des traitements qu'on peut utiliser auprès de ces patients. Je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui qu'on a trouvé la panacée et qu'on pourra tous les rendre conscients et tout heureux, mais on a quand même certaines petites pistes qui permettent d'améliorer un petit peu leurs conditions. Au niveau des médicaments, on a l'amantadine. Donc c'est un médicament qui est assez vieux, qui est quand même bien connu, et qu'on utilisait auprès des patients qui souffraient de Parkinson. Eh bien, cette molécule va permettre, chez certains patients, d'améliorer un petit peu leur état. Alors ce n'est qu'une petite amélioration, ils vont être plus éveillés, ou ils vont vous montrer un nouveau signe de conscience, mais au moins ça permet d'un petit peu améliorer leur état. En revanche, le zolpidem, que vous appelez ici, je pense, le Stilnox, est un somnifère, mais a certains effets paradoxaux. Chez certains patients, c'est très très rare, mais quand ça arrive, c'est spectaculaire. Donc ce sont des patients qui, en prenant ce
somnifères vont aller mieux. Mais c'est vraiment impressionnant parce que d'un coup, ils vont être capables de communiquer, donc il y a vraiment une nette amélioration. Et dès que le médicament ne fait plus effet, il retombe à son niveau antérieur. Alors si on regarde le métabolisme de ces patients, donc la consommation de sucre par le cerveau, on voit que lorsqu'ils prennent le zolpidem, on observe un plus grand métabolisme au niveau frontal, donc à l'avant du cerveau. C'est tout pour les médicaments, mais il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. On avait observé qu'un patient qui avait spontanément récupéré avait en fait récupéré la connectivité entre le thalamus, dont je vous parlais au début, et les régions préfrontales, donc qui se trouvent à l'avant du cerveau. Et l'équipe de Nicholas Schiff à New York a essayé de stimuler cette connectivité en implantant un stimulateur électrique, donc une électrode, dans le cerveau d'un patient. Il est allé stimuler le thalamus pour stimuler la connectivité avec le cortex. Et ce patient, lorsque le stimulateur était allumé, allait vraiment beaucoup mieux, était capable de communiquer. Maintenant, c'est quand même un petit peu invasif comme opération. Donc, on essaye de trouver d'autres techniques. Une qui est évaluée par Aurore Thibault, qui était dans notre groupe et qui est maintenant à Harvard, c'est la TDCS. Ce sont des stimulations transcrâniennes à courant continu. Donc, ce n'est pas invasif du tout. Ce sont deux petites électrodes que vous voyez ici à gauche dans des éponges roses et bleues. Vous posez ça sur la tête du patient et il y a un petit courant continu qui va passer d'une électrode à l'autre. C'est un courant de 2 mA. Vous ne sentez rien non plus. Elle l'a laissé pendant 20 minutes sur le cortex préfrontal gauche, donc le cortex ici, des patients. Et elle les a évalués avec la CRSR avant et après. Donc, elle évalue le patient, elle fait ses 20 minutes de stimulation et elle a encore évalué les patients. Et ce qu'on observe, c'est que chez les patients en état de conscience minimale, le score total de l'échelle augmente après les 20 minutes de stimulation. En revanche, chez les patients en syndrome d'éveil non répondant, elle n'observe pas de différence avant et après. Sur les 55 patients qu'elle a évalués, il y en avait 15 qui étaient des répondants. Ça veut dire qu'ils vont montrer des nouveaux signes de conscience. Donc c'est quelque chose qu'ils ne montraient pas avant la stimulation, et puis suite à la stimulation, ils vont montrer un nouveau signe de conscience. Parmi ces répondants, il y en avait 2 qui étaient en syndrome d'éveil non répondant. Donc ils ne montraient aucun signe de conscience, et puis suite à la stimulation, ils ont été capables de montrer un signe de conscience. Ces 2 patients étaient en phase aiguë, donc c'est-à-dire que c'était peu de temps après l'accident. En revanche, il y avait 13 patients en état de conscience minimale qui ont montré un nouveau signe après les 20 minutes de stimulation. Donc ça veut dire 43% des patients en état de conscience minimale. Ça veut dire que plus de 40% peuvent montrer un nouveau signe simplement avec 20 minutes de stimulation. Parmi ces patients, il y en avait 5 qui avaient eu leur accident plus d'1 an avant. Donc je vous disais tout à l'heure que les patients en état de conscience minimale, on ne peut pas dire c'est permanent, ils n'évolueront plus, parce que même 1 an après, ils peuvent encore montrer de nouveaux signes de conscience. J'aimerais maintenant aborder certaines questions éthiques avec vous, et d'abord la qualité de vie. Alors on a demandé, dans une étude de 2008 par Marie-Aurélie Bruno, on a demandé à des professionnels de la santé, donc des médecins et du personnel paramédical, infirmières, kinésithérapeutes, est-ce que vous pensez que c'est pire d'être en locked-in syndrome qu'en syndrome d'éveil non répondant ou en état de conscience minimale? Eh bien, environ 60% ont répondu que oui, ça devait certainement être pire d'être en locked-in syndrome qu'en syndrome d'éveil non répondant ou en état de conscience minimale. Pour environ un tiers, il n'y avait pas de gradation, ce n'était pas pire l'un ou l'autre. Mais ici, ce n'est jamais que l'avis de personnes extérieures, l'avis de médecins, d'infirmières. Mais les patients en locked-in syndrome, on peut leur demander comment ils se sentent, on peut évaluer leur qualité de vie. Et c'est ce qu'on a fait avec une échelle qui permet de calibrer la qualité de vie. On va le faire tous ensemble maintenant, si vous voulez bien. Vous allez penser au pire jour de votre vie.
votre divorce, la perte de vos parents, ça vaut -5. C'est vraiment le pire jour de votre vie. Ensuite, vous allez penser au meilleur jour de votre vie, la meilleure période de votre vie. La naissance de vos enfants, votre mariage ou votre divorce, selon les circonstances. Ça ne me regarde pas. Et ça vaut +5. Donc maintenant, votre échelle est calibrée de -5 à +5. Maintenant, je vais vous demander, les 2 dernières semaines, où étiez-vous sur cette échelle de -5 à +5? Je vous laisse quelques secondes un peu pour vous situer sur cette échelle. Quelle était votre qualité de vie les 2 dernières semaines? Maintenant, je vais vous montrer les réponses des patients en Locked-in syndrome. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient tous très malheureux, et en fait, bien sûr, il y en a, mais il y en a peut-être dans cette salle aussi, j'espère que non. Il y en a qui sont à -4, -3, -5, mais la grande majorité se trouve au-dessus, à 0 ou au-dessus de 0. Il y en a même qui sont à +5, donc qui sont au top de leur forme, c'est la meilleure période de leur vie. Donc il ne faut pas juger un livre sur sa couverture, même si pour nous, ça nous semblerait difficile d'être en Locked-in syndrome, eh bien il y en a qui apparemment sont tout à fait heureux dans leurs conditions. Maintenant, au niveau de la décision de fin de vie, on a également demandé à des professionnels de la santé, est-ce que pour vous, on peut arrêter le traitement, donc arrêter l'hydratation et l'alimentation artificielle, qui sont considérés comme des traitements. Est-ce qu'on peut l'arrêter, donc laisser mourir, un patient en syndrome d'éveil non répondant? 66% ont dit oui, c'était acceptable. En revanche, si le patient est en état de conscience minimale, il y a moins de 30% qui trouvent que c'est acceptable. Ensuite, on a retourné la question. On leur a dit, et vous? Si vous étiez en syndrome d'éveil non répondant, vous voudriez être maintenu en vie? Et alors là, ils étaient moins... Il y a 82% qui ne voudraient pas être maintenus en vie. Mais la différence est beaucoup plus importante pour les patients en état de conscience minimale. Donc il y a 28% des professionnels médicaux qui ne trouvent pas acceptable d'arrêter les traitements chez des patients en état de conscience minimale. Pourtant, 67% voudraient qu'on le fasse si c'était leur cas. Donc il y a une certaine dissonance entre pour le patient et pour moi. On leur a également demandé, est-ce que vous pensez que ces patients ressentent la douleur? Ceux qui sont en syndrome d'éveil non répondant. Vous, maintenant, vous le savez parce que je vous l'ai expliqué. Mais là, on leur a demandé, est-ce que vous pensez qu'en syndrome d'éveil non répondant, on ressent la douleur? 60%, environ 60% considèrent que ces patients ressentent la douleur. Et 96% considèrent que les patients en état de conscience minimale ressentent la douleur. Donc il y a 4% qui pensent quand même qu'ils ne ressentent pas la douleur. Là, vous pouvez vraiment comprendre l'importance du diagnostic. Donc, quand un médecin considère qu'un patient est en syndrome d'éveil non répondant parce que lui ne voit pas de signe de conscience, dans 40% des cas, il se dit « mais de toute façon, il ne souffre pas, donc on ne donne peut-être même pas d'antidouleur ». Or, les médecins se trompent dans environ 30 à 40% des cas. Donc, il est vraiment important de faire des évaluations standardisées avec les échelles qui sont prévues pour ces patients-là et de donner des antidouleurs. De plus, comme parfois certains patients ne peuvent pas répondre cliniquement, mais il reste quand même une conscience résiduelle qui peut être détectée avec d'autres outils, on va toujours donner des antidouleurs, au cas où en fait ces patients seraient un peu conscients, mais qu'on n'arriverait pas à le détecter maintenant. Alors, j'arrive à la conclusion, vous allez pouvoir un peu redescendre. Donc, je vous ai expliqué maintenant ce qu'était le coma. Donc dorénavant, lorsqu'on vous dira 17 ans de coma, vous saurez que ce n'est pas vrai, c'était un état de conscience altéré certainement, mais pas vraiment une période de coma. J'espère que maintenant vous avez compris l'importance du diagnostic. Notre premier outil, le plus facile à utiliser, reste l'évaluation clinique avec la CRSR, mais elle n'est pas parfaite, puisque parfois le patient ne comprend pas ou ne peut pas réagir. Donc il est important d'utiliser les outils que la science et la médecine et les progrès mettent à notre disposition. La neuroimagerie, l'électrophysiologie, je vous ai bassiné avec tout ce qu'on avait. Ensuite, j'espère que vous avez bien compris l'importance de traiter la douleur. Vous avez vu qu'on a certaines petites pistes de traitement, mais qu'on n'a pas la panacée, mais qu'il faut quand même ne pas laisser souffrir ces patients. Et enfin, au niveau des questions éthiques, nous avons abordé la qualité de vie,
de ces patients et les décisions de fin de vie. Et je ne peux que vous encourager, si vous le pouvez, à faire des déclarations anticipées pour pouvoir dire ce que vous voulez dans ce cas-là et permettre ainsi de prendre une décision si jamais ça vous arrivait, ce que je ne vous souhaite pas. Alors je vous remercie pour votre attention et j'aimerais vous présenter notre équipe qui change un peu au fil des ans et qui travaille d'arrache-pied pour que le diagnostic et les traitements de ces patients évoluent tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Monsieur là-bas. Merci, votre exposé était vraiment formidable. Tant mieux. Non, vraiment. Et en plus, j'ai entendu pas mal d'exposés de Lionel Nakache et Denis Le Bihan. Je ne sais pas si jamais vous les connaissez. Oui. Bon, alors, non, oui. Donc, ils s'occupent de ces questions-là, surtout Denis Le Bihan avec l'IRM de diffusion où on voit le trajet entre les zones. Alors, Denis Le Bihan, mais Lionel Nakache aussi, et puis dans leur livre, il l'expose bien. Il montre que le cerveau, c'est quand même deux zones. Hein. Il y a une zone inconsciente et puis il y a une zone de conscience. Denis Le Bihan dit même que la zone de conscience, c'est un porte-clés de l'inconscient. Hein. Il dit tout se fait dans l'inconscient, y compris les équations du 4e degré, plus la petite sexualité foireuse de Freud. Hein. Tout est dans l'inconscient. Et on voit bien qu'une fois que cet inconscient, à travers ces 80 ou 90 zones, hein, a travaillé, tout d'un coup, il se vide dans des zones de conscience, nous donnant l'impression d'une certaine responsabilité. Oui. Il y a même dans la semaine du cerveau une conférence sur cerveau et justice, parce que finalement, si jamais ils ont raison tous les deux, hein, ce qu'ils ne disent pas aujourd'hui, hein, parce qu'ils le disent, il faut encore faire beaucoup d'études, il y a une 100% d'irresponsabilité de l'homme dans ses actes, hein, quels qu'ils soient, bons ou méchants. Alors ma question, hein, c'est est-ce que vous voyez, quand vous faites vos analyses, vous mélangez les zones de l'inconscient, qui en réalité sont les zones principales de la pensée, et puis après ça, vous parlez de la zone de conscience, où là, on a l'impression d'avoir pensé. Donc, vous voyez, et d'avoir été maître de ses pensées. Donc, dans ces histoires de comateux, Denis Le Bihan fait plein d'expériences que vous nous avez citées, d'ailleurs, parce que jouer au tennis et puis faire un parcours dans la maison, il le cite. Oui, il le cite, il dit même faire cuire un œuf. Et on voit les zones motrices, les zones psychosomatiques, les zones de type Broca, etc., qui fonctionnent, et puis rien ne se vide dans la zone de conscience. Est-ce que cette analyse, vous voyez, où tout se fait dans l'inconscient et la conscience n'est qu'un porte-clés, est-ce que ça rentre dans vos schémas d'analyse ? Alors, dans nos schémas d'analyse, ça me semble un peu psychanalytique et peut-être même philosophique, en fait, je pense, cette question. Nous, au niveau de nos patients, je ne vois pas trop comment on pourrait évaluer ça. On essaye vraiment de voir s'il y a encore de l'activité là où on sait que les zones supportent la conscience. Donc, les études ont montré qu'une personne qui rapporte être consciente a une activité dans ces zones-là. Et donc, on va se baser sur ça pour inférer une conscience résiduelle chez les patients. Mais comme vraiment la théorie spécifique avec le porte-clés de l'inconscient, ça, je pense que ça, chez nos patients, en tout cas, ça va être très difficile à évaluer. Ça sera. Ben oui, j'avais effectivement entendu parler de ça. Par contre, si effectivement tout le monde est irresponsable de tout, je ne sais pas trop bien comment on va pouvoir. Enfin, c'est. Oui. Oui. Bon, moi, je vais poser ma question. Tout d'abord, madame, je suis époustouflée par facilité, l'exposé, etc. Vous êtes toute jeune. Je pense que vous avez un bel avenir. Merci à vous et merci à Universcience, je crois vraiment. J'exprime extrêmement bien et avec beaucoup de charme. Merci. Je trouve la question de monsieur très intéressante sur l'inconscient, mais vous avez très bien répondu. Alors, moi,
j'ai 2 questions. La première que vous avez évoquée, le bonheur, qui est très importante. Je n'ai pas très bien compris comment vous pouviez évaluer leur bonheur, comment une personne, si vous voulez, vous avez état de conscience, pas conscience, altéré, machin truc, quoi. Comment on peut évaluer son bonheur? Merci. Et la deuxième question, je voudrais comprendre qu'est-ce qu'il y a comme altération dans le cerveau, puisque vous parlez des neurones qui marchent ou qui ne marchent pas, des synapses qui marchent ou qui ne marchent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que c'est l'altération? Les neurones sont abîmés, les synapses, qu'est-ce qui se passe? Merci. Alors, donc la première question, ce que je vous ai présenté au niveau de la qualité de vie, c'était vraiment chez les patients en Lockton syndrome, donc ils sont capables de communiquer. Voilà, chez les patients en syndrome d'éveil non répondant, en état de conscience minimale, on ne sait pas. Parce que par définition, ils ne savent pas communiquer. Donc c'est vraiment, on ne sait pas évaluer leur bonheur, malheur. C'est vraiment typiquement avec les patients en Lockton syndrome qui, eux, peuvent communiquer. Et la deuxième question, du coup, sur l'altération. Oui, alors il y a plusieurs raisons qui peuvent empêcher la conscience. Ça peut être une perte neuronale. Donc, par exemple, s'il y a un arrêt cardiaque, le cerveau n'est plus irrigué, il n'y a plus de sang qui arrive, plus d'oxygène, plus de sucre. Donc, les neurones peuvent petit à petit mourir. Ou ça peut également être des sections au niveau des faisceaux. Donc, il y a vraiment plusieurs mécanismes qui peuvent altérer la conscience. C'est ça, la plasticité cérébrale sera permise s'il y a encore soit les régions autour de la lésion qui peuvent reprendre. Oui, oui, parce qu'un neurone, voilà, oui, ça va être soit les régions autour, donc périlésionnelles, soit contre-lésionnelles. De rien. Bonjour, alors dans un premier temps, merci de votre exposé. J'avais une question au niveau des fonctions cognitives au réveil des patients. Est-ce qu'il y avait des altérations où le cerveau se réveillait normalement, il n'y avait vraiment aucun problème, ou si réellement on voyait justement des altérations possibles au niveau cognitif? Oui, alors il faut voir à quel moment. Donc vous voulez dire les patients en Lockton syndrome ou les patients en état de conscience altéré? En état de conscience altéré. En état de conscience altéré, ceux qui sont en syndrome d'éveil non répondant, en état de conscience minimale, évidemment, il y a des altérations, puisque les patients en syndrome d'éveil non répondant ne sont même plus conscients du tout. En état de conscience minimale, évidemment, il y en a aussi, mais même après, lorsqu'ils récupèrent la communication, qu'ils récupèrent, pour nous, on dit qu'ils récupèrent la conscience, il peut toujours y avoir, évidemment, des séquelles. Et souvent, ce sont des problèmes frontaux, donc ce sont des patients qui vont persévérer, qui ne vont pas, qui vont rester tout le temps sur leur même idée, qui vont avoir des défauts d'inhibition, qui vont faire un petit peu ce qu'ils veulent quand ils veulent sans avoir l'inhibition, que par exemple on ne fait pas ça en public. Donc oui, soit on peut récupérer pleinement, effectivement, mais alors c'est très rapidement, mais il peut toujours rester, des problèmes cognitifs après une période de coma, oui. Même s'il récupère pleinement la conscience, il peut y avoir encore, oui. Ce qui peut un peu embêter parfois la réinsertion socio-professionnelle. Bonsoir. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la mémoire des patients dans le coma. Et est-ce que c'est lié à l'état de conscience ou pas? Alors, de mon expérience personnelle, je n'ai jamais croisé un patient qui avait récupéré et qui se souvenait de ce qui s'était passé. Il y a par contre parfois certaines personnes qui ont frôlé la mort de près et qui rapportent des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous voulez parler. Des souvenirs qui sont liés à la période pendant laquelle la personne était dans le coma. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont été menées là-dessus. Maintenant, il y a un patient que j'ai vu directement quand il était en état de conscience minimale et je l'ai revu quelques semaines après quand il avait, lui, bien évolué. Et il ne se souvenait absolument pas de moi. Donc, je ne sais pas répondre à votre question parce qu'à ma connaissance, maintenant je ne suis pas omnisciente non plus, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études investiguant vraiment les souvenirs de la période de coma. Merci. Oui, merci beaucoup madame pour votre brillant exposé. Moi je voudrais donner un témoignage en fait parce que j'ai été victime d'un traumatisme crânien grave au Pérou il y a 3 ans et demi à peu près.
Donc en termes de fonction cognitive, j'ai tout réappris. Donc j'ai réappris ma langue maternelle. C'est très amusant parce que par exemple actuellement j'ai fini mes études après l'accident, donc un master 2, et il y a certains domaines dans lesquels j'ai beaucoup de mal. Par exemple, je suis tout à fait nulle en orientation. Et en revanche, voilà, je joue beaucoup de musique, de la guitare classique, et j'ai aucun souci en musique et j'ai une mémoire de musicienne excellente, alors que bien meilleure que, on va dire, le commun des personnes, alors que je suis traumatisée crânienne. Donc c'est très, voilà, j'ai aussi un peu moins d'inhibition qu'auparavant. Donc voilà, Et comme vous dites, moi j'ai eu beaucoup de séquelles, j'ai vécu un drame terrible, mais j'ai persévéré. J'ai su m'attacher aux bonnes personnes. Je pense que c'est lié au fait que je suis la cinquième de 5 enfants d'une famille nombreuse, et je sais m'attacher aux bonnes personnes, que ce soit les thérapeutes, les médecins ou les personnes qui m'entourent. Et en fait, moi, ma question, enfin, j'ai pas vraiment de question, mais comment dire, moi, je me souviens de mon coma, donc vraiment, je m'en souviens. J'ai fait en gros 12 jours de coma, donc j'étais au Pérou. L'accident était au Pérou, c'était la veille de mon retour en France. Donc c'était vous parliez du -5, du +5, le -5, le +5, moi j'ai vécu tout au Pérou en fait. Et donc à la fois mon drame et puis à la fois le bonheur que j'ai eu avant l'accident au Pérou. Et comment dire, et quand je pense au coma, moi ça fait 3 ans et demi, et le coma ça a été un rêve qui m'a permis de... Alors, je ne sais pas si c'est... Comment dire. J'aimerais parler de ce que j'ai vu quand j'étais dans le coma. Moi, j'étais auprès de Dieu, j'étais auprès de l'homme que j'aimais. En fait, j'étais un peu, on va dire, parmi les anges. Le monde continuait à tourner et moi, j'existais plus. Donc, j'ai aussi écrit un texte qui parle de ça, en fait, un texte sur le bonheur. D'accord. Ok. Oui, en fait, je voulais savoir si c'était normal que le coma m'aide autant à vivre aujourd'hui. En fait, le bonheur que j'ai vu dans le coma m'aide autant à vivre, et le coma me laisse croire en mes rêves dans la vie réelle aujourd'hui. Mais on pourra en parler après. Oui, honnêtement, répondre à cette question, c'est difficile. Par contre, si vous voulez partager votre expérience, il y a 3 personnes dans notre équipe qui travaillent spécifiquement sur les expériences de mort imminente, donc les personnes qui ont frôlé la mort et qui rapportent avoir vu des êtres chers, avoir vu une lumière, un sentiment de plénitude. Et elles essayent de mieux caractériser ces expériences et de les comprendre un peu mieux et de faire évoluer la science à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous contacter sur l'adresse qui est visible ici, donc c'est coma@ulg.ac.be, et alors elles vous recontacteront pour prendre votre témoignage sans souci. Merci beaucoup. Et je n'ai pas pu noter le nom de ce syndrome où on cille des yeux. Le Lockton syndrome. Ça s'écrit comment? Alors c'est LOCKED-IN. Donc c'est en fait en français on dit le syndrome d'enfermement, c'est locked in. Et j'ai quand même une question à vous poser, puisque je me souviens d'avoir vu une petite vidéo. Il y a une résonance là. Une petite vidéo où quelqu'un, avec uniquement des ciments de Dieu, disait « Je veux mourir, je n'en peux plus de cette vie ». Et les personnes qui étaient autour de lui étaient désespérées parce qu'ils voulaient continuer à le garder. Je ne sais pas si c'est un... Oui, enfin je ne sais plus où c'était. Est-ce que vous avez été au courant de cette histoire-là? Pas moi spécifiquement, je ne l'ai pas, je ne l'avais pas encore entendu. Par contre, c'est tout à fait possible, évidemment, vu qu'on développe au maximum des outils qui leur permettent de communiquer, qu'ils puissent dicter ce genre de choses et émettre des souhaits. Après, écouter ou non leurs souhaits, ça c'est tout le processus d'euthanasie. Donc je ne sais pas à Jeanne Garnier ou d'un endroit comme ça. C'était un film d'ailleurs, ça me revient. C'était un film. Je crois que c'était un film. D'accord, oui. Ma mémoire est insuffisante. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre exposé. J'avais une question. Alors, vous avez parlé à un moment de l'évolution de la conscience
après un choc, un accident traumatique ou dans un autre cas non traumatique. Oui. Et on voyait clairement une différence entre les deux. Est-ce que cette différence, elle s'explique pourquoi des gens, après un accident traumatique, récupèrent beaucoup mieux que les gens qui ont vécu un accident non traumatique? Oui, en fait, un accident non traumatique, donc par exemple un arrêt cardiaque, tout le cerveau va être touché. Donc tout le cerveau va manquer d'oxygène, va manquer de glucose, alors dans un accident traumatique, il y a plus de chances que ce soit plus un côté, par exemple, qui soit atteint. Et donc, grâce à la plasticité cérébrale, l'autre partie peut plus facilement un peu reprendre les fonctions. Donc oui, les accidents traumatiques touchent moins le cerveau de façon globale que lorsque c'est, par exemple, un arrêt cardiaque, où là, tout le cerveau va souffrir de manque d'oxygène. Oui, bonjour. Jean, merci à vous. Moi, j'ai une question concernant les expériences de mort imminente. Vous les avez évoquées. Je voulais savoir, en fait, que dit la science à propos de ces expériences? Qu'est-ce qu'on sait? Enfin, c'est vaste, mais au moins avoir une... Est-ce qu'on sait rien? Est-ce qu'on commence à connaître des choses? C'est une grande question. La science évolue, mais on ne sait toujours pas expliquer. Et en plus, il y a différents chercheurs qui ont différentes hypothèses. Donc, il y en a qui partent du principe qu'ils hallucinent de toute façon. Il y en a qui partent du principe que c'est une preuve de la vie après la mort. Donc, il y a un peu un biais à ce niveau-là. C'est un sujet très sensible parce que ça touche la religion, les croyances, la vie après la mort. Donc, c'est plutôt sensible. Et au niveau de la science, on sait que, par exemple, les sorties de corps, donc les personnes qui se voient de l'extérieur, il y avait une étude qui disait que ça pourrait être dû à la jonction temporopariétale droite, je pense, qui pourrait expliquer cette sensation de décorporation. Maintenant, on ne sait pas encore tout expliquer et surtout, je ne suis pas du tout une experte là-dedans. Mais si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à contacter mes collègues à l'adresse. Elles seront ravies de vous répondre. Donc... les expériences de mort imminente, oui. Le pourcentage exact, je ne saurais pas vous le donner. Je dirais autour de 10%. Mais sans aucune certitude, j'ai en tête ça, mais comme je vous dis, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais oui. En tout cas, tout le monde ne le rapporte pas. Oui. Bonsoir. Ici. Oui, pardon. Pour le syndrome de Lockheed, j'ai vu une femme dans un témoignage qui ressemblait à ça, mais par contre qui est enfermée dans son corps, mais qui ne communiquait pas du tout, même pas avec le regard. Et à la fin, je ne sais pas comment... en fait, c'est une larme qui l'aurait sauvée, parce qu'après, à la fin, elle a pleuré, et c'est ce qui lui a permis de se faire... Oui, que la famille, du coup, a vu la larme et a dit qu'il fallait tout essayer. Ça ressemble à ce que vous dites, mais elle ne pouvait pas du tout... Je vous ai dit, le Locked-in syndrome, c'est vraiment la forme classique où on observe les clignements d'yeux et les mouvements verticaux des yeux, mais il y a des formes qui atteignent encore plus les fonctions et donc où les patients ne savent pas ouvrir les yeux. Et donc c'est la même chose, mais en plus profond encore, c'est-à-dire un peu... Ils sont toujours tout autant conscients, c'est juste que l'atteinte motrice est plus forte, puisqu'ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Mais je n'ai pas évalué cette dame-là, donc je ne sais pas si elle était en Locked-in syndrome ou pas. À distance, c'est pas évident de répondre, mais... Parce que comme c'est-à-dire qu'eux, comme ils sont enfermés, mais ils ont quand même un moyen de communiquer, donc on sait qu'ils sont enfermés. Mais comme elle a été cliniquement morte ou... Non, cliniquement morte, non. Si elle était, non. Mais je me souviens d'avoir entendu parler de cette histoire-là, mais je me demande si c'était pas une infection différente du Locked-in syndrome, parce qu'après elle a récupéré, elle parlait, elle l'a raconté. Donc, alors que, oui, je pense. Oui, je ne sais plus exactement ce qu'elle avait, mais je me demande si c'était pas une autre affection. Et ça, c'est super rare ou c'est... J'en ai aucune idée, parce que je ne connais pas. Non, je ne me souviens plus de l'affection finale, si c'était vraiment un Locked-in syndrome ou si c'était autre chose. Une dernière question. Vous savez, vous l'avez dit, si nous arrivait quelque chose, il faudrait l'écrire. Les déclarations anticipées, voilà. oui. Mais c'est quoi? C'est-à-dire, tu laisses une lettre à la famille, c'est tout? Non, c'est beaucoup plus... Je ne sais pas exactement comment ça se passe en France parce que, comme on vous l'a dit, j'ai un excellent accent liégeois et je viens de Liège. Mais en Belgique, on peut faire des déclarations et c'est très officiel. C'est au niveau de la commune, de la mairie du coup. Ce sont des papiers qu'ils font compléter.
Mais il me semble qu'au niveau de la loi française aussi, les déclarations anticipées ne sont pas tellement prises en compte à partir du moment où le patient ne sait plus communiquer, ne sait plus confirmer ces déclarations anticipées. Les lois belges et françaises diffèrent un petit peu, donc je ne saurais pas vous répondre avec certitude. En Belgique, les déclarations anticipées, oui, font office de décision normalement. Maintenant, il faut les refaire plusieurs fois. Et surtout en Belgique, la personne de confiance, le mandataire de santé, a beaucoup plus de poids qu'ici en France. Donc elle va prendre la décision avec le médecin de poursuivre ou non le traitement. En France, la décision est beaucoup plus médicale. Elle revient beaucoup plus au médecin qu'aux proches, qui donnent juste un avis consultatif. Bonsoir, juste, Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été faites sur les personnes sédatées en fin de vie et par exemple qui sont sédatées pour perdre conscience de leur douleur. Est-ce qu'ils perdent vraiment conscience de cette douleur? Excellente question. A priori, je dirais que oui, parce que si on les sédate, c'est pour ne pas qu'ils souffrent. Donc, je dirais que oui, c'est en tout cas le but recherché, mais c'est... En fait, c'est le but, mais on n'en est pas sûr, quoi. Comment ça, on n'en est pas sûr? Qu'ils ne souffrent pas. Normalement, après une certaine... Parce qu'ils ont toujours des réactions, ils peuvent toujours avoir des réactions... Il peut y avoir des réactions réflexes, oui. Oui, elles sont réflexes, les réactions? Il peut y avoir des réactions réflexes. Par exemple, retirer sa main, si on vous fait mal, c'est purement réflexe. Donc, à la CRSR, l'échelle qu'on utilise pour diagnostiquer les patients, si ce qui fait, c'est retirer sa main, ce n'est pas un signe de conscience. Donc, il peut y avoir des réactions qui sont simplement permises par le tronc cérébral, par exemple. Donc, il n'y a aucune conscience. Ça n'a pas du tout été intégré. C'est simplement une réaction réflexe. Oui. D'accord. Oui, vous disiez... Excusez-moi. Vous disiez au début de votre présentation, le véritable coma, c'est 2 à 4 semaines. Qu'est-ce qui fait qu'on passe en état d'éveil plus ou moins conscient? Alors là, c'est une excellente question. Exactement ce qui fait qu'on, en tout cas pas conscient, mais qu'on réouvre les yeux, je ne saurais pas vous le dire exactement au niveau physiologique. Ce qui permet, normalement, c'est la formation réticulée activatrice qui va permettre l'ouverture des yeux. Donc peut-être qu'elle a besoin d'un certain temps, je ne sais pas, avant peut-être de reprendre, de permettre à nouveau l'éveil. Mais ce qui fait exactement qu'un patient va ouvrir les yeux ou évoluer vers la mort cérébrale dépend très certainement de la gravité des lésions, je pense. On ne sait, par exemple, en stade aigu, je ne sais pas si, donc vraiment très peu de temps après l'accident, je ne sais pas si ça peut déjà se voir au niveau de l'IRM fonctionnel ou de l'IRM structurel. Oui, quel était l'âge moyen de vos patients? Parce qu'on ne réagit pas pareil. Je ne sais pas où vous êtes. Qu'à 60. Ah oui, ah voilà. Pardon? Quel était l'âge moyen de vos patients sur vos études? L'âge est très variable parce qu'il y a des patients qui sont très jeunes, qui ont par exemple un accident de voiture à 14 ans. Il y a des patients qui ont un arrêt cardiaque à 65 ans. Donc l'âge est très variable. Et c'est vrai, on n'a pas d'études vraiment qui ne ciblent qu'une tranche d'âge, par exemple, parce que ce sont déjà des populations où on n'a pas beaucoup de patients. Donc souvent on prend tout type, toute la rangée des âges. En revanche, on sait que les plus jeunes patients, donc plus on est jeune, plus on a de meilleures chances de récupérer. Bonsoir. Dans le cas d'un coma artificiel, est-on sûr qu'il ne souffre pas? Pardon? Dans le cas on met une personne en coma artificiel après une opération, je pense. On peut parfois le mettre quand les patients ont de graves lésions qui sont par exemple fort... Oui, non, normalement non. Ils ne souffrent pas parce que... Dans quel état de conscience ils sont finalement par rapport à tous les cas? S'ils sont dans un coma et ils sont inconscients. Donc comme en anesthésie générale par exemple. C'est ça. De quelle façon on les met en coma artificiel? En utilisant des
des produits spécifiques que je ne saurais pas vous citer ici parce que je ne travaille pas spécialement en soins intensifs, mais il y a vraiment des produits spécifiques qui permettent de mettre le patient dans un coma artificiel. Mais on peut le laisser longtemps, coma artificiel, sans lésion On ne va pas le garder 1 an juste pour le plaisir, mais, on peut durer, oui, on peut laisser durer, je ne sais pas, quelques semaines pour voir comment le patient évolue. Et on essaye de temps en temps de lever la sédation pour voir si, quand on l'enlève, il est quand même apaisé ou si justement il est fort agité, semble très douloureux. Donc le coma artificiel, c'est vraiment un coma profond. C'est vraiment un coma, oui, mais induit. Merci. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous pensez qu'au cours d'un malaise vagal avec perte de conscience totale pendant plusieurs secondes, est-ce que vous pensez que c'est comparable à un état comateux avec perte totale de conscience Eh bien, pour en faire de temps en temps, je peux vous dire que oui, on est inconscient. Donc, quand on a vraiment une perte de connaissance, oui, on n'a plus conscience de ce qui se passe autour ni de nous-mêmes. Vous pensez que est-ce que c'est la durée de ce malaise qui peut changer le terme juste malaise ou coma Oui, tout à fait. Un malaise, ça dure maximum quelques minutes. Un coma, il faut vraiment que le patient soit inéveillable pendant au minimum 1 heure. Donc ça doit vraiment, il y a un critère de durée où vraiment il faut que le... Oui. D'accord, merci. J'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est bien 1 heure oui, mais je pense que c'est 1 heure. J'en profite chez le micro, c'est juste une question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le traitement de la douleur et une éventuelle récupération de la conscience? À ce que je sache, non. En revanche, peut-être que le fait de diminuer la douleur peut permettre au patient peut-être de plus facilement répondre à ce qu'on lui demande s'il n'est pas, entre guillemets, paralysé par la douleur qu'il ressent. L'inconvénient des antidouleurs, c'est que ça assomme un petit peu. Donc si on en donne trop, le patient va être dans un état un peu plus somnolent et donc réagira moins. Donc il faut vraiment bien adapter le traitement pour être à la limite, pour qu'il ne soit pas douloureux, mais qu'il puisse réagir au maximum. Oui, merci. Oui, alors merci pour votre clarté. La question est celle-ci. Dans l'état de conscience altéré, où il n'y a plus de consommation de glucose, il n'y a plus du tout de consommation ou elle est diminuée. Et deuxièmement, est-ce que quand cette consommation de glucose est diminuée ou supprimée, est-ce qu'il y a encore production d'ondes cérébrales? Alors, oui ou non, est-ce que l'électroencéphalogramme est plat? Non. Donc, on va reprendre les questions l'une après l'autre. Donc, dans l'état de conscience altéré, donc syndrome d'éveil non répondant, état de conscience minimale, la consommation de glucose est fortement diminuée, mais elle n'est pas nulle. Si elle est nulle, on est vraiment dans le syndrome, dans l'état de mort cérébrale, donc le syndrome de la boîte vide, comme je vous montrais tout à l'heure, vraiment le cerveau tout noir et juste la peau autour qui utilise du glucose. Donc, en état de mort cérébrale, il n'y a plus aucune utilisation de sucre. Mais dans les syndromes d'éveil non répondant, état de conscience minimale, il y a encore une consommation, mais qui est fortement diminuée. Au niveau de l'électroencéphalogramme, on détecte toujours une activité électrique qui est parfois fortement artefactée parce que les patients sont par exemple très contractés et du coup avec l'activité musculaire, ça brouille un petit peu l'activité électrique. Mais oui, ils n'ont pas un EEG plat lorsqu'ils sont en syndrome d'éveil non répondant ou en état de conscience minimale. Normalement. Peut-être encore 1 ou 2 questions et après on sera obligé d'arrêter. Allez-y. Le coma artificiel, il y a quand même le glucose, il fonctionne quand même. Est-ce que c'est pas un vrai? Parce qu'on prend le même terme de coma pour dire quand il est artificiel. Mais il y a forcément du glucose qui continue à agir dans le cerveau. Il y a une consommation minimale, vraiment minimale, parce que s'il n'y a plus nulle part aucune activité, alors on est en mort cérébrale. Oui. Mais en coma, il y a encore une activité tout à fait Donc minimale. le coma artificiel, on diminue très fortement, mais on ne va pas jusqu'au zéro absolu. Non. Si, on les tue, oui, mais c'est pas le... D'accord. C'est pas le but. Oui.
Alors une dernière question peut-être? Non. Ah, où ça? Au premier rang, madame. Ah, pardon. J'en profite pour poser une dernière question. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des facteurs qui pouvaient favoriser le réveil des gens, comme par exemple le fait d'être très entouré, ce genre de choses? Est-ce que ça peut accélérer ou vous ne savez pas en fait? À ma connaissance, il n'y a pas de... vous parlez au niveau aigu, vraiment aux soins intensifs, quand l'accident vient d'avoir lieu, ou en règle générale? En règle générale. En règle générale, il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui montre que, en tout cas, si on propose à un patient quelque chose qu'il aime bien, une odeur qu'il aime bien ou une musique qu'il aime bien, après, on a plus de chances de détecter des signes de conscience. Donc, ça peut peut-être en quelque sorte peut-être plus les motiver que vraiment les réveiller. Mais c'est sur peu de patients, mais ce sont des données en tout cas prometteuses. Ça veut dire qu'il l'aperçoit un petit peu quand même, du coup. Il est obligé de l'apercevoir ou... Oui, bien sûr. D'accord, ok. Oui, sinon ça n'a pas d'effet. Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci.